J'ai associé Hervé Blottière à la présentation d'introduction. À cette présentation, j'associe également Christelle Maillet, qui est chercheur sur l'aspect dégradation des fibres par le microbiote intestinal, et David Petitot, qui pour Metagénopolis et pour la microbiologie à l'INRA intestinale et alimentaire, le domaine microbiote et business developer. Alors, je vais vous parler de fibres, d'abord et avant tout, et je pars de cette diapositive qui est un travail de collègues américains qui a montré que si on prend énormément d'espèces différentes sur la planète et qu'on caractérise leur microbiote intestinal, et puis qu'on illustre finalement la relation entre ces microbiotes dans un espace à deux dimensions qui donne une image de la proximité entre les microbiotes, on voit que se séparent assez bien les herbivores qui sont en vert ici sur cette illustration, des omnivores en bleu, des carnivores en rouge. Donc il y a une association, un lien fort entre les modes alimentaires au long cours et le microbiote intestinal, un impact de la nutrition sur la composition et l'activité du microbiote. Alors ça se traduit par des travaux comme celui qui est illustré ici de Filippo en 2010 qui compare le microbiote d'enfant du Burkina Faso à celui d'enfant en Italie. Et les camemberts qui sont présentés ici, c'est la composition globale du microbiote avec un code couleur qui vous parle des genres bactériens ou des taxons bactériens présents. On voit bien que c'est deux contextes très différents. La nutrition va jouer, mais probablement pas seulement, puisque par rapport à ce que j'évoquais avant, le mode de naissance et tout ce qui entoure la naissance est différent. L'exposition aux micro-organismes au cours de la vie, et notamment précoce, est également différent. Donc tout ça va avoir un impact. Ça a un impact sur la distribution des grands groupes bactériens qui sont illustrés ici. Ça a un impact aussi très fort sur la diversité. La même chose a été observée entre des Américains d'Amérique du Nord et des communautés d'Amazonie ou d'autres pays d'Afrique comme le Malawi dans ce travail. Et puis, Justin Sonnenberg a montré sur un modèle animal de rongeurs à flore humaine que si on enlève la composante cellulose de leur régime, on va perdre de la diversité. En fait. On va enlever de la diversité à travers une, puis deux, puis trois, puis quatre générations, et on ne revient plus en arrière, sauf à transférer le microbiote des premiers animaux pour reconstruire l'écosystème. Donc on peut durablement, définitivement perdre de la diversité à travers des changements alimentaires, notamment réduction des fibres. Ce qu'on a observé par la métagénomique, c'est cette distribution un peu inattendue de la diversité du microbiote. Donc on a chacun, je disais en moyenne 600 000, entre 200 000 et plus de 800 000 gènes dans notre microbiote intestinal. Et dans la population humaine, on observe une population à microbiote appauvri et une population à microbiote riche ou enrichi. Et il y a aussi des différences en termes d'écologie, je le mentionnais tout à l'heure, il y a 3 écologies différentes et on voit bien qu'elles ne se distribuent pas de façon homogène entre les microbiotes appauvris et les microbiotes enrichis. Et c'est un domaine sur lequel effectivement on va pouvoir essayer d'agir et je vais essayer de vous convaincre pourquoi on aurait envie d'agir là-dessus. On a pu montrer qu'il y a des espèces qui sont signatures de l'appartenance à un microbiote appauvri ou un microbiote enrichi. Donc on a aussi des clés moléculaires pour suivre un petit peu les choses, pour faire du monitoring. Et puis Garrivou en 2012 a montré qu'il y a une relation entre l'alimentation au long cours et la richesse du microbiote intestinal, en gènes ou en espèces, et notamment que aux États-Unis, donc sur les populations américaines, la prédominance de fréquentation des fast-foods va conduire à un microbiote plutôt appauvri et enrichi en genre bactérien, bactéroïdes. C'est gram négatif, c'est un petit peu plus pro-inflammatoire et c'est beaucoup plus fréquent aux États-Unis, alors chez les individus qui ont un régime alimentaire plutôt enrichi en sucre simple, rapide et appauvri en fibres, alors qu'un régime enrichi en fruits et légumes va avoir tendance à favoriser un microbiote enrichi lui-même et plutôt le genre Prevotella. Voilà, alors on a travaillé beaucoup dans le contexte de l'obésité, et ce que l'on voit dans le contexte de l'obésité, c'est qu'il y a une relation entre la proportion de population qui a un microbiote appauvri et le statut global dans ce contexte particulier de pathologie. Les individus qui ont un microbiote appauvri vont avoir tendance à avoir une adiposité totale, une distribution de masse grasse plus élevée, une insulinorésistance, une dyslipidémie accrue sur la base des triglycérides ou du cholestérol sanguin, et puis un phénotype inflammatoire. Nous, on a pu identifier des micro-organismes qui sont surreprésentés chez les individus à microbiote appauvri, d'autres micro-organismes qui sont surreprésentés chez les individus à microbiote enrichi, avec une relation sur leurs caractéristiques pro
ou anti-inflammatoires. Et ce que l'on a documenté au niveau populationnel, c'est que sur des individus, population générale avec une petite partie d'obèses, on a autour de 23% de population avec un microbiote appauvri. En fait, en population générale saine, on a autour de 15% de microbiote appauvri. Dans l'obésité moyenne, surpoids ou obésité moyenne, on passe à 30 à 40%. Et puis dans l'obésité morbide, on a jusqu'à 75% de la population qui a un microbiote appauvri. Donc c'est un paramètre qui accompagne la sévérité dans ce contexte particulier de maladie métabolique. On va un petit peu plus loin en montrant que la richesse en gènes est négativement corrélée à l'indice de masse corporelle et aux comorbidités cardiométaboliques dans l'obésité, à travers un travail en cours dans le contexte du projet européen Métacardis piloté par Karine Clément à la Pitié-Salpêtrière, un travail pas publié encore. Voilà, on est dans ce contexte-là où la diversité compte et où on va pouvoir se demander comment agir sur ce paramètre en particulier et bien sûr sur les paramètres physiologiques. Alors ce qu'on a fait avec les collègues de la Pitié-Salpêtrière, c'est montrer que la richesse en gènes peut même être un prédicteur de réponse ou non-réponse au régime alimentaire. On a ici la ségrégation dans notre population d'obèses et surpoids en microbiote enrichi, microbiote appauvri. Et ce que l'on montre, c'est que dans le contexte du microbiote enrichi, on va corriger beaucoup plus et beaucoup mieux un paramètre qui est ici la CRP, qui est un marqueur de l'inflammation, par rapport aux individus à microbiote appauvris qui sont beaucoup moins bien corrigés. C'est significatif dans l'étude sur une cinquantaine de patients. Alors c'est vrai pour la CRP, mais c'est vrai aussi pour la perte de poids globale, pour les triglycérides sanguins, pour des paramètres de diabète. Et puis par contre, ce que l'on montre dans l'étude, c'est qu'à travers un régime qui est un peu enrichi en protéines et puis qui apporte également une quantité et une diversité accrue de fibres alimentaires, on va pouvoir augmenter la richesse du microbiote intestinal de à peu près 25% en nombre de gènes pour ces patients à travers une intervention de 6 semaines suivie par une période de stabilisation monitorée par un diététicien. Donc on peut agir sur le microbiote à travers la nutrition. On a ici un régime complet en fait. Ce n'est pas juste une poudre qu'on dilue, c'est un vrai régime alimentaire avec cette composante fibre accrue. Alors ce que l'on pense, c'est que c'est vraiment l'apport de fibres riche et diversifié qui va jouer sur la composante du microbiote qui est capable de gérer ça comme une source de carbone et d'énergie et qui va nourrir le reste du microbiote et donc enrichir globalement la diversité dominante. Alors on a un autre travail qui illustre un petit peu ce potentiel, qui est une publication qu'on a fait avec des collègues de Shanghai en Chine, où on a travaillé sur des patients obèses en obésité simple et en obésité génétique associée au syndrome de Prader-Willi. On a montré, comme on s'y attendait, qu'à travers, encore une fois, un régime qui apporte beaucoup de fibres, à travers des grains complets, un peu de médecine traditionnelle chinoise essentiellement basée sur des broyats de racines et des prébiotiques beaucoup plus classiques pour nous de type fructo-oligosaccharides, on induit une perte de poids, on induit une diminution de l'indice de masse corporelle dans l'obésité simple, mais aussi dans le syndrome de Prader-Willi qui est associé à une mutation qui induit une perte de perception de satiété. Donc c'est des enfants qui, dès la naissance, vont être en demande alimentaire en permanence et qui, adolescents, vont se lever la nuit pour aller piquer dans le frigo, en fait. Et dans cette étude, les parents à qui on avait dit « reprenez votre enfant parce qu'il a une maladie génétique et on ne pourra pas faire quelque chose avec la nutrition », c'est les parents qui sont revenus vers nous en disant « vous avez changé le comportement de nos enfants, s'il vous plaît, gardez-les dans l'étude ». Donc on a fait cette étude de comparaison qui n'était pas vraiment prévue au départ et qui a conduit à montrer qu'on peut, par la nutrition, améliorer un contexte qui est normalement gouverné par de la génétique en fait. Donc c'est un signal, un message assez fort. Alors en même temps, on va moduler le microbiote intestinal dès 30 jours de régime en fait, et assez peu après dans le syndrome de Prader-Willi où on est allé jusqu'à 90 jours. Et puis on va aussi moduler la pharmacopée intérieure et ce qui s'en traduit au niveau du métabolome urinaire, encore une fois, après 30 jours, avec assez peu de modifications après. On a fait un autre travail en France sur des jeunes adultes qui ont été mis sur un régime 10 grammes de fibres par jour, puis un wash-out, puis 40 grammes de fibres par jour, ou 40 puis 10, et où à ce moment-là, on s'est intéressé à la diversité globalement. On a montré que la diversité en fibres avant l'étude, en baseline, dans les habitudes alimentaires, en fait, est déjà
un marqueur de la richesse du microbiote intestinal et c'est aussi un support de la stabilité du microbiote après dans la vie de l'individu à travers une contrainte nutritionnelle en fait. On a montré qu'un régime riche en fibres va induire une modulation de l'expression des enzymes responsables de la dégradation des fibres et puis ça nous conduit finalement à souligner un paramètre important, c'est qu'il y a un équilibre entre la dégradation des fibres alimentaires et de l'autre source de polymères internes, endogènes, qui sont les mucines digestives, qui tapissent la paroi intestinale. Et donc on a cette sorte d'équilibre entre la dégradation des fibres et la dégradation du mucus, qui fait que si on a peu de fibres, on va dégrader beaucoup plus le mucus et ça peut potentiellement aller jusqu'à fragiliser la barrière intestinale. Donc on a un équilibre à trouver et encore une fois l'apport de fibres peut être important par rapport à ça en orientant le microbiote vers, plus ou moins vers les glycoprotéines du mucus. Et puis si on pousse le message un petit peu plus loin, en fait ce que l'on peut espérer faire, c'est à travers la diversité des fibres alimentaires, ouvrir des niches écologiques au niveau du microbiote intestinal. La dégradation des fibres, au niveau chimique, en fait, c'est un travail de spécialiste. Il faut pour une bactérie, pour dégrader de la cellulose, qui est un polymère le plus simple qu'on peut imaginer, glucose, 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 il faut au moins 20 gènes. Donc pour qu'une bactérie ait décidé d'entretenir dans son génome ces 20 gènes, il faut qu'elle soit très performante et qu'elle dépasse tout le monde. Et donc c'est des spécialistes, on peut les nourrir, et on peut les nourrir chacun individuellement à travers la variété de la chimie des fibres qu'on peut apporter dans l'alimentation. Et donc le message, le concept qu'on a envie de faire passer, c'est que diversifier l'apport de fibres, c'est diversifier les niches écologiques pour des micro-organismes spécialistes. Et globalement, ces micro-organismes vont fournir de la nourriture, du carbone et de l'énergie au reste du microbiote intestinal un peu moins spécialisé. Et ça, c'est associé à une amélioration de la santé métabolique. Donc pour complexifier un petit peu le paysage, on a ces spécialistes au début qui sont connus pour leur aptitude à dégrader les fibres, qui produisent des fragments qui sont utilisés par des micro-organismes fermentatifs ou non hydrolytiques. Et il y a un cross-feeding, on va dire, un transfert assez important de métabolites. Il y a aussi des spécialistes de dégradation d'intermédiaires. Ça conduit à des produits terminaux de la fermentation qui sont importants pour la physiologie humaine, et puis des gaz de fermentation qui sont eux-mêmes réutilisés par d'autres micro-organismes. Donc on a cette chaîne trophique sur laquelle on peut agir par la nutrition et notamment par les fibres. Et puis on va un petit peu plus loin au niveau de la génétique aujourd'hui, en caractérisant à travers la métagénomique dont j'ai parlé tout à l'heure, les gènes qui sont impliqués dans la dégradation des fibres. Donc, sur une étude qui a porté sur la caractérisation très très poussée d'un métagénome intestinal d'un individu végétarien, on a caractérisé 156 000 clones métagénomiques, on a identifié 73 nouvelles enzymes et 9 familles qui n'avaient jamais été observées jusque-là d'enzymes impliquées dans la dégradation des fibres. On a fait un travail spécifique sur les prébiotiques qui a conduit à décrire 3 voies métaboliques complètes de dégradation des prébiotiques. Et plus récemment, on a décrit des enzymes impliquées dans la dégradation des fibres au niveau du microbiote, du mucus de l'intestin grêle humain. Voilà, je vais terminer avec quelques messages. On est microbiens. Vous êtes tous microbiens, vous êtes tous des symbioses en fait. Et le microbiome humain, on partage un noyau métagénomique, donc quelques dizaines d'espèces, vraiment pas beaucoup. On est tous différents par les gènes, par les espèces, par l'écologie intestinale et la richesse en gènes. Et la richesse en gènes est vraiment un marqueur santé important. Probablement, il y a des messages plus fins à construire, qu'on n'a pas encore su construire aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un paramètre sur lequel on peut agir. La dysbiose est une altération de la symbiose entre l'homme et ses microbes. Et les leviers de la symbiose, les 4 leviers que j'ai présentés, qui sont probablement une simplification du contexte de symbiose, sont des cibles possibles sur lesquelles on peut agir par la nutrition. Et via la nutrition, les fibres, les polyphénols, des composés aromatiques en général et des microbes vivants sont des actifs stratégiques pour maintenir, pour préserver finalement, ou pour restaurer quand elle a été altérée, la symbiose entre l'homme et ses microbes. Voilà, je vous remercie de votre attention à nouveau.